Donc bonjour Gabriel, Bonjour Martine. bienvenue dans ce sommet, ce premier sommet des leaders du 21e siècle. Donc je suis très très heureuse de t'accueillir parmi nous à cette première édition. Merci pour ton accueil, merci à toi et pour tout ce que tu fais pour l'éveil des consciences. C'est super comme initiative. Avec grand plaisir, parce qu'effectivement, 21e siècle, c'est aussi un clin d'œil à cette fameuse formule consacrée de Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et Hmm. c'est vrai que ben, toi, dans ton parcours, il y a une belle dimension spirituelle. Et donc, est-ce que tu peux nous présenter justement un peu les grandes étapes qui ont jalonné ton parcours jusqu'à l'être que tu es maintenant et ce que tu vas nous présenter? Eh bien, pour aller dans les grandes lignes, très simplement, de façon très succincte, très résumée, Gabriel, 57 ans, qui réside en Lorraine, plus particulièrement actuellement dans les Vosges. C'est actuel, je ne sais pas où je serai demain. Et puis, j'ai toujours évolué au travers des questions métaphysiques, comme les enfants, hein, tous les enfants. Qu'est-ce que c'est la vie? Où on était avant la vie? Quand papy il meurt, il va où? Donc c'est quoi la mort? C'est quoi les nuages? Comment ça marche le soleil? Pourquoi ça chauffe la peau, etc., etc. Et puis, de connaître très tôt, vers 5 6 ans, des phénomènes liés à l'endormissement au moment du coucher, des phénomènes dits hypnagogiques, c'est-à-dire des états modifiés de conscience avec des phénomènes énergétiques d'expansion des corps subtils, de vivre ça à 5 6 ans en conscience et de jouer avec ça. Et donc, qui a jalonné finalement tout mon parcours de vie personnelle et professionnelle, à savoir d'une certaine quête certaine envers la conscience et le subtil, voilà, au sens large. Donc, toujours avec des questions de cet ordre-là, des questionnements, des interrogations sur la vie, bien évidemment la religion catholique, parce que ma mère m'a fait faire communion et confirmation à 14 ans, de me rebeller par rapport à des questions sans réponse d'ordre catholique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la Vierge Marie est vierge si elle a eu un enfant et c'est quoi avoir un enfant par l'opération du Saint-Esprit. Je n'avais pas de réponse des religieuses et des prêtres. Donc je me suis rebellé, je me suis tourné vers l'Orient, donc vers le bouddhisme. Alors donc, quand je dis donc, c'est parce que pour moi c'était une évidence, je l'ai compris après, probablement dû à des vies antérieures tibétaines, parce que j'ai toujours été très imprégné du bouddhisme tibétain, sans être religieux au premier degré, mais très imprégné de la culture tibétaine, de la philosophie bouddhiste plus que de la religion bouddhiste. Donc après un long cheminement et d'investissement géographique, physique, temporel, financier sur l'Orient, sur l'Himalaya, sur le tibétain, etc., etc., de revenir euh, au cœur de l'Occident, en France, de me sédentariser et finalement de passer progressivement du voyage géographique au voyage intérieur. Et c'est là où les choses se sont un peu plus formalisées. Donc, avec 3 grands temps, euh, professionnellement parlant, un parcours infirmier, infirmier en soins généraux dans beaucoup de secteurs, puisque paraît-il, je suis un instable. Donc, une richesse comme ça qui est acquise avec les expériences. Donc, infirmier, et puis après, je suis passé du soin thérapeutique aux soins préventifs, éducation à la santé, donc la formation professionnelle, le coaching, la thérapie psychocorporelle que j'ai fait depuis une vingtaine d'années. En parallèle de infirmier, j'ai eu une transition infirmier, formateur, thérapeute, coach auprès du particulier, des entreprises, des institutions, maisons de retraite, etc., etc. Et puis, depuis 11 ans cette année, d'accompagner dans la pause alimentaire, autrement dit le jeûne, à Mhm. la différence que ce jeûne et cette pause alimentaire, que ce jeûne est aussi une pause dans sa vie, pause alimentaire, pause gastrique et aussi se poser, et nourri, enrichi à la particule de lumière. Donc, pause alimentaire, prana, pranique, hein, d'où le terme sanskrit. Prana veut dire photon, Mhm. photon, biophoton, la lumière. Et donc, je suis à 100% investi depuis 11 ans dans ce domaine.
pour avoir euh, moi-même glissé dans cet univers en 2012-2013 et d'accompagner à partir de 2014 les individus, les groupes en France et à l'étranger, un peu moins à l'étranger, actuellement en Corse, comme tous les ans en juin. Voilà, donc je chemine, tout en accompagnant, je chemine encore avec moi-même, bien sûr, parce que nous ne Mm. sommes jamais arrivés, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est ça qui est aussi passionnant avec la vie. C'est une évolution permanente. Et oui, et oui. Considérant que les choses ne se résument pas à ce qu'il y a dans l'assiette, Mhm. mais que c'est aussi la relation que l'on peut avoir avec ce qu'il y a dans l'assiette et qui est le reflet aussi direct avec la relation que l'on peut avoir avec soi-même. Donc c'est beaucoup plus vaste que ce qu'il y a dans l'assiette et que ce qui rentre ou pas dans l'organisme, quoi, en termes de nourriture. Donc j'accompagne à la fois en tant que coach, que thérapeute, que accompagnant au sens large. Voilà, donc j'ai un peu toutes les casquettes en même temps. Très intéressant. Moi, le jeûne, c'est vraiment une pratique enfin, qui me passionne, que j'ai démarré en 2016. Donc Euh, que toi-même tu pratiques. Donc. oui, que je pratique. J'ai pratiqué le jeûne long à partir de 2016. J'ai découvert avec ma mère. Et c'est vrai que j'ai trouvé que ça m'a tellement transformée que j'ai Mhm. voulu après en faire au moins un par an, en fait. D'ailleurs, là, je pense que j'en aurais bien besoin d'un. Donc, moi, c'était... Pardon? Et la bienvenue. Oui, avec grand plaisir. Mais donc, toi, ça se passe comment? Tes jeûnes, c'est du jeûne hydrique en une semaine? Parce que pranique, c'est-à-dire, parce que normalement, quand on jeûne, ce qu'on dit en général, c'est qu'on boit, enfin, dans les jeûnes hydriques, c'est qu'on boit uniquement de l'eau, des tisanes, etc. Donc, toi, ça va au-delà de ça, si j'ai bien compris. Donc tu parles de quoi? De moi personnellement ou de mes accompagnements? Tes accompagnements, en fait. Alors, je tiens absolument à ce que mes accompagnés Mhm. s'hydratent, D'accord. boivent du froid, du chaud, de l'eau, de la tisane, le moins possible de thé et de café, le moins possible de choses autres que eau et tisane, parce que sinon on glisse vers du nutritif et ce n'est plus une pause alimentaire. Donc, c'est important que ce soit hydratant parce que ça aide tout simplement le corps à drainer, éliminer plus facilement les toxines qui sont mobilisées, débusquées par le corps lui-même, Mhm. mais aussi que s'hydrater permet de maigrir moins vite parce que le jeûne sec fait maigrir 6 fois trop vite que si tu Mhm. bois. Donc, c'est vraiment important, qui plus est que j'accompagne. Là, par exemple, aujourd'hui même, euh, mon groupe ici en Corse en est à J, nous serons à J15 dimanche et on est vendredi, donc ils sont à leur 13e jour de pause alimentaire et ils vont particulièrement bien. Waouh, super. Personne ne s'écroule, personne n'est effondré, personne traîne la jambe, il n'y a pas de... Ça se passe très très bien. Alors j'ai mis en place plusieurs choses qui font que ça se passe très bien. Bien sûr, la préparation avant même qu'ils arrivent, c'est important. Jeûner Mhm. une fois par semaine, mettre l'accent sur les végétaux, fruits et légumes, oléagineux, légumineuses, je répète tout le temps la même chose. À la veille de venir, je leur demande de faire un lavement intestinal pour alléger la détoxination. Et puis l'ensemble des ateliers et des séances, ou des séances et des pratiques de méditation pranique que j'anime dans toutes les séances, en collectif, plus des soins individuels qui se rajoutent à la demande des gens, fait que les gens se sentent beaucoup mieux qu'en jeûne tout court. Beaucoup Mhm. mieux, parce que les stagiaires eux-mêmes le disent, ceux que j'ai eus qui avaient fait des stages en jeûne collectif disent, tous le disent, le jeûne seul, donc sans le prana, sans ces pratiques, est plus fatigant sur le plan physique. Eh Mhm. bien, les accompagnés sont moins fatigués sur le plan physique parce qu'ils sont nourris de la lumière. Et ça, c'est une réalité quantique. C'est la physique quantique qui le dit. L'organisme, avant d'être biologique, il est vibratoire, il est quantique, 99% de vide, et quelques particules tenues en cohésion elles-mêmes avec une activité électromagnétique fait que si le corps, c'est de l'énergie densifiée, il suffit de lui donner de l'énergie à la source par les visualisations, les méditations, les respirations, tai chi, yoga, enfin tout ce qui est fait en conscience au présent,
va nourrir la cellule d'énergie. Et l'énergie de la conscience, énergie photonique, le soleil. Et même quand il n'y a pas de soleil, ça marche très bien, Hmm. etc., etc. C'est super intéressant, oui, merci, parce que c'est vrai que c'est la première fois que j'ai entendu parler de cette manière de jeûner. Mm. Euh, donc enfin, j'ai jeûné auprès de plusieurs grands jeûneurs en France, enfin, pionniers du jeûne. Ouais. Et donc, oui, ben, je serai volontiers l'une de tes prochaines stagiaires. Donc, pour préciser, pour rassurer aussi le public, il y a toujours le choix de me solliciter pour un accompagnement. J'accompagne en résidentiel, en collectif, j'accompagne en individuel, en ligne, et j'accompagne aussi à domicile. Je suis allé en mars en Suisse à domicile, je suis allé il y a 2 ans sur l'île de la Réunion à domicile, je peux aller au Japon, aux États-Unis, je peux aller au Québec à domicile. Il suffit de me solliciter, puis après on voit. Mais j'accompagne de façon très libre pour les gens qui choisissent s'ils souhaitent une pause pour 7 jours ou pour 14 jours ou pour 3 semaines, 21 jours. Voilà, entre C'est 7 et 21 possible, hein, jours, ils ont trois le choix. semaines aussi. Moi, Ouais. ça m'intéresserait vraiment enfin, 2 semaines ou 3 semaines, ouais. J'ai déjà fait le maximum que j'ai fait personnellement, c'est 10 jours, hein, mais toute seule. C'est beau, c'est déjà beau, c'est bien. Après, il n'est pas question d'une performance, hein, c'est Mm, aller au rythme du corps parce que ça fait du bien, c'est bon pour la santé, on y voit plus clair, c'est bon pour la conscience, ça fonctionne mieux, les pensées, les émotions, d'où le côté aussi managérial de la machine. mm. On évolue professionnellement, personnellement, sportivement, avec d'abord le corps, et le corps, quand il est décrassé, et la tête, quand elle y voit plus clair, fait qu'on est plus performant. Hein, je donne l'exemple de cette franco-maghrébine qui vit à Oman et que j'ai accompagnée il y a 4 ans pendant Noël en 21 jours en ligne et qui était DRH de banque, Mm. DRH de banque et qui, euh, 3 mois plus tard, après ce premier 21 jours à Noël, me ressollicite pendant le Ramadan. 4 mois plus tard, hein, en avril-mai de l'année qui suit. Et je lui dis, mais comment aussi vite? Est-ce que tu as repris du poids? Oui, bien sûr, parce qu'il faut surveiller le poids taille, il ne faut pas que les gens soient trop faibles et trop bas en poids, il faut qu'ils aient des réserves. Et je lui dis, mais comment ça se fait que tu veux refaire encore un 21 jours de pause pranique? Elle me dit, mais en tant que DRH, j'ai gagné une telle acuité intellectuelle et gestion, maîtrise de mes émotions à animer mes équipes, je me sens tellement plus efficace à mon travail, j'ai envie de continuer d'aller un peu plus loin encore. Waouh, oui, c'est très intéressant. C'est pour ça aussi que j'avais envie de partager ce type d'expérience à des entrepreneurs, parce que Mm. je trouve que en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que l'un de nos capitaux les plus importants, bah, c'est la santé, c'est le fait d'avoir cette énergie, cette forme physique, Ouais. et ça permet d'en prendre soin en fait, et comme tu dis, de développer son acuité. Ben oui, c'est tout simplement. Hein, ne serait-ce que dans la thématique gestion du stress, pourquoi et comment jeûner et jeûner avec une touche en plus qui permet d'aller plus loin, donc le prana, jeûne pranique, pause alimentaire pranique. Euh, Pourquoi et comment, donc comment et plutôt comment et pourquoi? Eh bien parce que euh, la machine, une fois encore, quand elle est plus légère de tout ce qui l'alourdit, le mental allégé de tout ce qui le freine, les émotions apaisées de tout ce qui les perturbe, fait que dans son axe, dans son alignement, ça permet d'être plus efficace en entreprise, au sport. J'ai animé des séances de coaching dans l'ancien club de tennis de table que je fréquentais et je leur tenais le même discours. Donc, à un moment donné, c'est bien la gestion du stress, respirer les pensées, les émotions, méditer si on veut, mais à un moment donné, c'est aussi regarder qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette. Parce que ça, c'est fondamental. Je reprends souvent Lilou Massé qui avait cité à Mulhouse, que j'étais allé voir à Mulhouse, qui avait cité que l'alimentation, c'est aussi un programme phare de coaching avec soi-même. Donc, à un moment donné, c'est incontournable de regarder qu'est-ce qui m'alourdit, me freine, me fait pas voir tout à fait les choses comme il faudrait. Donc Mhm. après, on peut détailler cette histoire, hein, c'est sûr.
Ben, merci en tout cas pour ce partage concernant le jeûne et ce que tu fais, ce qui te passionne. Pour maintenant découvrir un peu justement comment tu as fait cette transition parce que tu étais infirmier, comment tu es passé d'infirmier à finalement organisateur de jeûne pranique. Est-ce que ça s'est fait tout naturellement? Enfin, quelle a été un peu ta démarche vis-à-vis de ça? Pourquoi avoir quitté d'ailleurs ce métier? Bah, j'étais très confortable, j'étais tellement confortable que j'avais pas envie de m'endormir et devenir, pour parler trivialement, fonctionnaire hospitalier, fonctionnaire pépère, payé à coups de lance-pierre. C'est parce que c'est aussi une réalité. Donc c'est pour faire la rime, mais j'avais un poste très confortable. J'étais en consultation en alcoolologie. Ça faisait 6 ans que j'y étais. Après avoir été 3 ans en hospitalisation, je suis passé après en consultation. J'avais un poste très confortable. J'avais un bureau, j'avais le téléphone dans le bureau, j'avais la voiture de fonction qui me permettait d'aller donner des cours de santé tabagique, alcoolologique en école de manipulateur radio, en école d'aide-soignant. Je donnais des consultations à la maison d'arrêt, j'allais voir les détenus. Je ne faisais pas les week-ends, je ne faisais plus les pansements, je me levais pas, enfin, j'allais pas à l'hôpital à 6 heures, je terminais pas à 22 heures, hein, comme l'infirmière traditionnelle connaît. Donc, c'était très, très confortable, mais j'ai refusé ce confort et j'ai toujours eu un goût pour la transmission. Donc, la pédagogie, la transmission, on va dire l'enseignement. Et entre infirmiers euh, dans le domaine des soins thérapeutiques et l'accompagnement en pause alimentaire pranique, il y a eu une transition qui s'appelle formateur en technique de gestion du stress, pratique de gestion du stress, pratique psychocorporelle. Donc tout ce qui est massage bien-être, tout ce qui est relaxant, tout ce qui est relaxation, sophrologie, coaching, relation d'aide, soins énergétiques, psychologie. Donc j'ai développé un organisme de formation professionnelle, j'ai créé, développé, animé pendant 10 ans Mhm. jusqu'à ce qu'il y ait une double synchronicité, c'est que sous l'ère Sarkozy, les droits individuels à la formation finançant les demandeurs d'emploi et les salariés par Pôle emploi et par les employeurs faisaient que j'avais des inscrits en formation, mais que dans la passation Sarkozy à Hollande, les DIF ayant évolué en CPF, compte personnel de formation, ne donnaient plus l'accès aux salariés et aux demandeurs d'emploi à des formations bien-être psychocorporel, de gestion du stress, quand eux-mêmes n'étaient pas dans ce secteur d'activité professionnelle. Donc ça a fait naître des tas et des tas d'organismes de formation qui ont fermé leurs portes, beaucoup de misère par rapport à ça. Ça, c'est une réalité. Donc, mon activité a énormément chuté de formation professionnelle. Et en parallèle, j'ai connu sur mon chemin, s'est présenté le fameux programme vidéo Lumière qui relate la nourriture pranique. J'ai connu ça en 2011 et je m'y suis mis en 2012 pour accompagner en 2014. Voilà. Ah, très intéressant, c'est amusant. Voilà, il y a eu cette transition avec 4 pauses alimentaires que j'ai vécues en 2012, 11 jours en juillet 2012, avec un ancien accompagnant, Henri Montfort, qui était la référence en France de la nourriture pranique. C'était en juillet 2012, 10 jours en octobre 2012, 14 jours en décembre 2012. En décembre 2012, à l'issue de ces 14 jours, je suis passé de 81 kilos début 2012 à 60 kilos fin 2012. Donc j'ai dit stop, on remange. Je ne voulais pas passer en dessous des 60 kilos. Donc j'ai remangé. Je suis parti en voyage initiatique dans l'Himalaya au Bhoutan en juillet 2013. Et à mon retour, j'ai refait un processus pranique et les choses se sont installées comme ça. Voilà. D'accord. Et là, maintenant, tu ne manges plus, en fait, depuis 2012, enfin, si j'ai bien compris. Donc ça, c'est la vision restrictive du grand public qui dit que nourriture pranique, ça veut dire ne plus manger. C'est pas ça la définition de la nourriture pranique. La définition de la nourriture pranique, parce que de toute façon, la réalité, c'est que tout le monde est pranique. Le bébé à la naissance, il respire. Et il respire quoi? Il respire du prana. En respirant l'oxygène, le corps, c'est de l'énergie densifiée. Tout est prana.
Freud disait tout est sexuel, je dis tout est énergie. Donc, la définition de la nourriture pranique dans l'état pranique, parce que nourriture pranique, il y a état pranique, c'est-à-dire autonomie alimentaire, la capacité à ne plus manger, mais d'être relayé au champ quantique pour être nourri pleinement du prana, et tu ne maigris plus, tu n'es pas fatigué, tu dors 2 fois moins, tu es en super forme, super énergie, super santé, c'est important. Et il y a aussi la conscience pranique, c'est conscience du thé, c'est l'éveil. Euh, donc, tu peux être en conscience pranique et manger et ne pas être pranique de l'état pranique. Et tu peux être dans l'état pranique, ne plus manger et être dans une conscience d'éveil d'unité relative, plus ou moins importante, plus ou moins avancée, mais relative. Donc, me concernant, je suis dans cette liberté de ne pas manger si je ne veux pas manger, et ça se passe très bien, ou de manger, bien sûr, plus comme avant. Ce n'est plus 3 repas par jour, ce n'est plus un repas par jour, mais ça va être de façon conviviale, le partage, faire plaisir. Si la personne en face est angoissée parce que la grand-mère a connu la déportation et que tout de suite elle va paniquer, donc on va faire un effort de, de manger quelque chose de très light pour la rassurer, parce qu'il faut ménager son public aussi, hein. Donc, Oui. c'est pour ça qu'on dit que la fréquence moyenne de prise alimentaire d'un pranique va d'un repas par semaine à un repas par an. Ça, c'est la fréquence moyenne. Donc, en fait, c'est la liberté. Tu manges ou tu manges pas, mais tu Ah, manges en d'accord. conscience et tu manges 3 fois rien parce que de toute façon, t'as pas envie, t'as pas besoin et t'as pas faim. Donc c'est plus convivial, c'est plus parce que tu es à un mariage. Qu'est-ce que tu fais à un mariage? Tu vas faire plaisir, tu vas faire honneur, tu vas goûter un petit truc ou tu ne goûtes rien si tu es bien aligné et que tu n'as pas de souci à ce que les autres soient mal à l'aise parce que ça crée des malaises aussi. Les gens sont pas bien dans l'effet miroir, donc il faut ménager tout ça aussi. Il faut être cool. Ouais, ouais, c'est très intéressant. Effectivement, comme tu le dis, pour moi, c'est une liberté extraordinaire, quoi, de ne pas avoir besoin de manger, de le faire seulement si on a envie, si le cœur nous en dit à un moment donné. Et j'aimerais bien atteindre cette liberté. Là encore, ça rejoint le managérial, le management, la bonne gestion la plus efficace possible de la machine, le corps dans sa globalité. C'est que qui dit nourriture pranique dit euh, ce qui est singulier et propre à soi et qui peut-être nous démarque du commun des communs, hein, comme tu mangeais de la viande, tu n'en manges plus, ça passera peut-être pas aussi bien qu'avant si tu es de nouveau invité parmi des mangeurs de viande. Tu es obèse, tu n'es plus obèse, il y a une différence. Euh, la majorité est hétérosexuelle, il y a un homosexuel dans la bande ou dans le lot, eh bien, quelque part, ça peut aussi mettre comme ça, des fluctuations dans le relationnel de la communication, parce que la perception d'une différence peut déranger, quelle que soit la différence. Donc, nourriture pranique, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est comme tout le reste. Et donc, ça veut dire quoi implicitement? Que tu dois développer ta capacité à t'affirmer. C'est la capacité à dire non. Non, merci, sans se justifier. Tu goûtes mon gâteau aujourd'hui, tu es venu me rendre visite, ça me fait plaisir. Tiens, t'aimais bien ça, j'ai pensé à toi, je t'ai refait ça. Non, merci. Ah bon, pourquoi? Pas besoin de se justifier. Non, merci. Ou alors je prends la moitié que ce que je prenais parce que je vais vraiment te faire plaisir. Ok, d'accord, mais pas plus que ça. Et l'affirmation de soi, c'est très important dans la relation à l'autre, qu'elle soit professionnelle ou pas professionnelle. L'affirmation de soi est très importante, très importante. Et le processus pranique travaille, en tout cas, je fais travailler mes accompagnés sur ce côté non pas de l'affirmation de soi, mais ce qui sous-tend l'affirmation de soi, qui est l'estime de soi. Hmm. Je les fais travailler tous les jours dans leur estime d'eux-mêmes, en vue d'être plus affirmés et alignés avec ce à quoi ils aspirent. Et comment, alors j'anticipe ta question, comment travailler l'estime de soi? Eh bien, il y a cet outil majeur, central en neurosciences, qui permet d'harmoniser les 2 hémisphères cérébrales et qui renforce l'estime de soi, le je m'aime. Je m'aime, eh bien, c'est tout simplement ce que le grand public appelle cohérence cardiaque et que Hmm. les scientifiques appellent cohérence neurocardiovasculaire.
c'est fantastique pour développer et renforcer l'estime de soi. Entre autres, parmi tous les outils possibles, il y a ça et je le pratique tous les jours avec mes accompagnés. D'accord. La cohérence cardiaque, c'est intéressant parce que je crois que j'avais un bouquin justement d'un médecin qui a écrit un petit livre qui s'appelle 3, 6, 5 sur la cohérence cardiaque. Sir Howard. Oui, tout à fait. Et donc, je me suis mise à le pratiquer aussi. Est-ce que tu suis le même protocole, c'est-à-dire... Pas du tout. ok. Donc 3, 6, 5, c'est euh, 3 fois par jour pendant... enfin, respirations complètes et donc ça dure 5 minutes en fait. voilà, 6 respirations complètes, 3 fois par jour pendant 5 minutes. Alors, je ne pratique pas ça du tout simplement parce que c'est de la mentalisation. Hmm. Donc, il faut bien vulgariser la pratique, la rendre accessible au grand public. C'est très bien la méthode OAR à condition de lâcher le comptage et de lâcher le compte à rebours, le chronomètre 5 minutes. Parce que sinon, les yeux ouverts, pratiquer les yeux ouverts, ce n'est pas de la cohérence cardiaque. Ah bon? D'accord. Hmm. Non. Et les yeux fermés, mais à compter, à rester accroché au mental, ce n'est pas de la cohérence cardiaque. C'est de la régularisation respiratoire, simplement. J'ai suivi la formation professionnelle de cohérence cardiaque où il n'y avait que des médecins. J'étais le seul paramédical, j'étais le seul infirmier, il n'y avait que des médecins. Et c'est l'ingénieur de l'ingénieur ancien directeur de la succursale française à Marc-en-Barreuil à Lille, qui est elle-même l'annexe de l'Institut HeartMath en Californie, Mhm. qui animait cette formation et qui nous disait que toutes ces approches mentalisées, comme suivre la boule qui monte à l'inspire, qui descend à l'expire, ou l'onde sinusoïdale, fait que ça se fait les yeux ouverts, ou que les yeux fermés, on imagine et on compte, comme 365, n'a pas autant d'efficacité hormonale, neuro-hormonale, vasculaire, et au final de bien-être, de rééquilibrer l'axe sympathique et parasympathique, c'est-à-dire action-repos, anti-stress, régulation du stress, que de lâcher le mental, de ne pas compter, de fermer les yeux. On peut compter, on peut regarder les yeux ouverts, mais après, il faut fermer les yeux, il faut arrêter de compter, laisser faire de manière à ce que ce soit l'organisme qui prenne le relais et que ça se fait plutôt que moi, je continue de faire avec ma volonté. S'il y a ça, c'est bon. Sinon, et c'est là où les gens disent, je fais la cohérence cardiaque, mais ça marche pas. Je me sens pas aussi bien que on dit que ça fait tellement de bien. Je me sens toujours stressé. C'est pas vraiment ça pour moi. Alors quand je demande à ce qu'ils m'expliquent, mais 3 personnes sur 4 font mal la cohérence cardiaque, font mal. Mhm. Ah, d'accord, très intéressant. Ben, sans doute peut-être que je la fais mal également. Donc je vais réviser ma pratique. Voilà, c'est comme tout, tout est améliorable. Oui, tout à fait. Et par rapport au stress, alors, par rapport à notre public qui en partie sont des cadres qui peuvent être stressés dans leur grande entreprise, à faire un travail qui n'a pas toujours beaucoup de sens, qu'est-ce que tu leur conseillerais justement? Je suis intervenu il y a quelques années dans une entreprise auprès d'une réunion euh, de direction avec les cadres. Il y avait le dirigeant, il y avait le médecin du travail, il y avait tout ça. Et de leur présenter un peu plus en détail euh, cet univers, non pas du QI, Mhm. quotient intellectuel, mais du QE, quotient émotionnel. Le quotient émotionnel, c'est la maîtrise de soi par la cohérence cardiaque ou par d'autres approches qui permet d'atteindre la zone. La zone, c'est l'état alpha, de plus grande efficacité professionnelle à moindre dépense énergétique, la zone. Et la zone a été développée par ce psychologue du travail, Csikszentmihalyi, c'est un Hongrois ou un Bulgare, Csikszentmihalyi.
C'est très intéressant ce qu'il écrit. Donc, j'ai présenté ça en entreprise et après avec l'outil de l'époque qui était la cohérence cardiaque. Il y a d'autres approches, bien sûr. Et ça, c'est une façon de gérer l'immédiat, le quotidien. Et puis, pour prendre plus de hauteur sur sa place en entreprise et sur son poste et dans ses fonctions, c'est toujours de réactualiser les données. Est-ce que je suis toujours à ma place? Est-ce que, en tant qu'être de conscience évolutif, est-ce que peut-être aujourd'hui, j'aspire pas à quelque chose d'évolutif et de passer à un autre poste ou à une autre entreprise ou à une autre activité? C'est comme ça que je suis passé de salarié infirmier hospitalier, fonctionnaire, à profession libérale et de me lancer en 2007 précisément, où j'ai fait le grand saut de l'entrepreneuriat libéral, quoi, avec la casquette et associative et entrepreneur, puisque j'ai eu une transition avec un statut association loi 1901 qui me permettait, avant la démission de 2006, dès 2003, en hôpital infirmier, d'avoir une activité parallèle, bénévole, à mon domicile, d'accompagner les individus dans la gestion du stress. Et j'ai commencé comme ça. J'ai eu une transition avec le statut associatif, tout en étant infirmier, à côté, d'accompagner. Et ça s'est développé au fur et à mesure. J'ai démissionné fin 2006 et je me suis déclaré pas auto-entrepreneur, mais profession libérale, travailleur indépendant, et d'officialiser l'ouverture d'un organisme de formation professionnelle qui existe toujours, dans lequel je n'assure plus aujourd'hui qu'un seul module, une fois par an, qui est soins énergétiques à viser bien-être, santé, restructuration, réhabilitation, prévention de la maladie, du burn-out, gestion du stress, faire que le corps fonctionne au mieux, comme la pause alimentaire. Voilà, pour Ben, aller dans les grandes lignes. c'est très intéressant et je trouve que c'est inspirant parce que ça peut être une bonne idée pour des personnes qui veulent se reconvertir vers l'entrepreneuriat, d'avoir, comme tu l'as fait, un statut peut-être associatif au départ pour bah, commencer, bah, surtout dans le domaine des soins, du bien-être, voilà, de pouvoir déjà tester un certain nombre de services auprès d'un public voilà, qui aurait plus facilement accès dans un cadre associatif que dans une entreprise. Alors, ça peut être associatif et bien évidemment, c'est à moindre charge euh, sociale, bien sûr. Donc, c'est un confort certain. Et puis, la transition va être de façon mesurée de passer de temps plein à un temps partiel, par exemple, à 80% ou à 50%, selon qu'il y a un ou deux salaires à la maison. C'est toujours pareil, selon qu'il y a encore des enfants à nourrir ou pas à nourrir. Et Mhm. puis de transitionner, transiter tranquillement, tout en assurant de se former professionnellement en parallèle. Donc, ça prend du temps, mais c'est sûr que euh, la confiance en soi, l'affirmation de soi, les idées claires, la détermination, la puissance d'intention alignée, favoriser, une fois encore, je prêche pour ma paroisse, favoriser encore par la pause alimentaire pranique, aide énormément. J'ai J'accompagne depuis 11 ans cette année. J'en suis à 800 personnes accompagnées. J'ai eu dans mes accompagnés des policiers en arrêt maladie. J'ai eu des médecins qui sont venus en pause alimentaire pranique. J'ai eu des avocats, j'ai eu des ingénieurs, j'ai eu des enseignants, beaucoup d'infirmières. J'ai eu tout public, mais des gens qui étaient aussi en transition et qui voulaient se poser, qui voulaient déposer les bagages qu'ils portaient depuis longtemps, qui les alourdissaient, certains qui n'étaient pas bien du tout avec leur santé, et de faire le point avec soi-même. Par exemple, cette salariée pharmacienne qui Mhm. me contacte un jour et me dit, je suis partout où je suis embauchée en tant que pharmacienne, je suis virée. Je ne comprends pas pourquoi, j'en ai marre. Pouvez-vous m'aider? Je lui dis, venez vous mettre au vert. Offrez-vous une semaine, pas plus, une semaine de pause alimentaire. Nous allons regarder de plus près. Je vais vous accompagner et vous verrez, vous allez avoir des surprises. Ça n'a pas manqué. À l'issue de cette semaine,
contre toute attente, elle ne s'y attendait pas du tout. Elle s'est réconciliée avec son fils, d'avec qui il ne parlait plus depuis des années. Ça, c'était une très bonne chose. Et puis, ça a été mieux dans ses nouvelles orientations en tant que pharmacienne. C'était plus tranquille. Il y avait moins de confrontations euh, avec les employeurs. Donc, elle était plus à l'aise pour maintenir un poste après. Il y a des choses comme ça qui se mettent en place et hein, où les gens qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie sont à des carrefours de plusieurs possibilités, et bien de se poser, d'alléger la machine, de décrasser dans le sens euh, euh, permettre à plus de lumière, lumière de pranam et lumière de la conscience, de circuler et de voir mieux avec ses yeux, de ressentir mieux avec son intuitif, parce que ça développe aussi de l'intuition, Mhm. et bien permet de prendre des directions plus stables, plus solides et plus euh, euh, fructueuses à terme, de perdre moins de temps aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Je suis. Enfin, moi, j'en ai vu les effets hein, sur moi-même. C'est pour ça que je suis devenue une fan du jeûne et qu'à partir de 2016, j'en ai fait au moins un par an. Mais d'ailleurs, je me demande, alors je ne sais pas si tu as une réponse à ce sujet, parce que toi qui as vu plein de médecins et enfin, qui sont venus et même enfin, des professionnels de la fonction médicale, pourquoi en France le jeûne est encore si peu pratiqué, contrairement à d'autres pays comme la Russie, l'Allemagne, où c'est devenu assez courant en fait de jeûner pour aller mieux. Alors, je précise, j'ai pas eu plein de médecins, j'ai eu quelques médecins. J'ai eu quelques médecins parce que c'est pas, c'est pas eux qui sont le plus demandeurs. Il faut savoir que, sauf erreur, le jeûne n'est pas enseigné en faculté de médecine. Donc, ça, c'est une réalité. Combien de médecins jeûnent dans leur quotidien, dans leur vie privée, c'est encore une question à se poser. Mais un médecin, ça reste un être humain. Et donc, je me réjouis toujours d'avoir des professions euh, complètement inattendues dans mon secteur dit branché, baba cool, new age, spirituel, spiritualiste. Non, non, non. Les pieds sur terre et on reste pragmatique euh, et accessible à tout le monde, aux cartésiens comme aux branchés, quoi. Mais le jeûne fait son chemin tranquillement. Je ne fais pas l'apologie du jeûne. Alors, je ne suis pas dans le jeûne, je suis dans le jeûne prana, pranique, la pause alimentaire. Hein, on peut jeûner et être affairé toute la journée. Hmm, La pause alimentaire, que je préfère au terme jeûne, d'accord. il y a l'idée d'une pause gastrique repos digestif qui permet au corps d'embrayer sur la détoxination. C'est le prix Nobel de médecine de 2016 hein, qui explique ça avec l'autophagie et l'autolyse. Octobre 2016, le biologiste japonais Yoshinori Osumi, donc c'est très scientifique. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout et n'importe quoi et n'importe comment à n'importe quel moment, Hmm, mais la pause alimentaire doit être aussi pour que ce soit une rencontre avec soi-même, une pause. Je me pose, je dépose le trop-plein de. Et de déposer et de me poser permet de se rencontrer, parfois de se réconcilier, donc de se réaligner. Et l'efficacité, la performance dans sa vie, quel que soit le domaine, même au sport, mhm, c'est aussi d'être en cohérence corps-esprit, tête-corps. Plus je suis en cohérence, plus l'ensemble de la machine fonctionne aussi bien que les cinq doigts de la main, mieux ça fonctionne et plus loin je vais avec moi-même. Voilà. Donc, le jeûne n'est encore pas bien connu, bien pratiqué parce que là, il y a plusieurs niveaux de réponse. Parce que jeûner fait peur, hmm, parce que les gens sont encrassés dans leur trop manger trop souvent et trop mal manger. Donc, jeûner fait peur parce que c'est aussi le réflexe de s'anesthésier avec la nourriture pour compenser les émotions. Donc, qui dit jeûner dit oh, qu'est-ce que je vais faire si je mange pas, oh là là, moi sauter un repas, c'est déjà dur, alors toute la journée. Et puis, comment je vais occuper la journée? Et ce qui est moins conscient, ça va être, oui, mais moi et ma névrose, c'est pas terrible. La cigarette, l'alcool, le travail, 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 donc le workaholisme mhm. et la malbouffe m'aident à me tenir bien avec moi. Donc, si j'ai pas ça,
comment je vais gérer ça? Donc ça, c'est un niveau de réponse possible. Et puis il y a la société. La société, c'est que c'est une société de remplissage. On remplit, on remplit des caddies, on remplit le frigo, les placards, on remplit le compte en banque si possible, plusieurs télés, plusieurs maisons par foyer, on est dans du remplissage. Et le jeûne, c'est plutôt l'allègement. Donc, ça ne va pas bien avec. Mhm. Puis, un autre niveau de réponse aussi, c'est que la réalité, elle est aussi à ce niveau, c'est que les médias et les autorités font le maximum pour ne pas favoriser cela. Tout simplement, je donne un exemple, le premier samedi de mars 2024, sur M6, zone interdite. Eh bien, 20 minutes, les 20 premières minutes sont consacrées à la pause alimentaire pranique en disant en 20 minutes que c'est une dérive sectaire. Ça, c'est encore une réalité. Mhm. Moi-même, d'avoir entendu à la radio dans ma voiture, il y a 2 ans, aux informations de midi, sur les grandes lignes, euh, la loi punit de 15 000 euros d'amende tout accompagnant en jeûne qui dit à ses accompagnés d'arrêter les traitements médicaux. Et bien évidemment, c'est logique, c'est évident, et c'est normal, parce qu'on ne va pas arrêter, dire aux gens qui jeûnent d'arrêter leurs médicaments. Jamais de la vie, jamais de la vie. Mais qu'est-ce qu'entend le grand public? Le grand public prend un raccourci en disant, ils zappent le côté médicament et ils vont dire, ah, jeûner 15 000 euros, ah, c'est encore une secte l'histoire du jeûne. Ah, 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 ah. Et c'est comme ça que ça marche. La méditation, c'est très bien, c'est super, la méditation, c'est une façon de gérer le stress, comme la Oui, cohérence cardiaque. Par contre, l'enseignement de la méditation pleine conscience a été officiellement diagnostiqué de dérive sectaire par la Miviludes, mhm. alors qu'il n'en est rien, et que je fais référence là à l'enseignement universitaire du diplôme universitaire de méditation pleine conscience dans le cadre des neurosciences à l'université de Strasbourg. Et bien tout ça, c'est diagnostiqué de secte. Oui, Dérive c'est sectaire, tout secte, en bon, voilà. conséquence. Donc, donc c'est le jeu de la dualité. On ne Mhm. va pas critiquer, mais nous sommes incarnés dans le monde de la dualité. Dualité veut dire complémentarité des contraires qui se complètent, le jour et la nuit, le froid, le chaud, mais le mental dualiste, qui est le propre de chacun, en a fait des opposés qui s'opposent. Donc, jeûner, c'est dangereux. Donc, méditer, c'est être une secte. Donc, etc., etc., etc. Et ça a commencé sous l'ère Jacques Chirac, qui a commencé euh, aussi ça en déremboursant les produits homéopathiques de la sécurité sociale pour favoriser l'industrie pharmaceutique. Ça a commencé aussi comme ça. Et si je remonte plus haut, ça a commencé en 1948, l'année où l'herboristerie médicale en faculté de médecine a été interdite d'enseignement pour favoriser l'avènement de la pénicilline et donc de l'antibiothérapie. Ouais. Euh, on est dans ce contexte-là et c'est très français, hein, tout ça. Je te remercie de ne pas couper ce passage et de le laisser dans la vidéo. Avec Ça va grand plaisir. intéresser beaucoup de gens. Voilà. Mais nous évoluons dans le monde de la dualité, c'est-à-dire dans l'ombre et la lumière. Et le message que je voudrais passer là-dedans, c'est pas de lutter contre le système, c'est pas de lutter contre les méchants ou je sais pas qui, je sais pas quoi. C'est de composer avec tout ça, d'œuvrer à partir du cœur et dans l'idée que nous soyons tous complémentaires. Parce que les dérives sectaires permettent de temps en temps d'en arrêter un qui est un vrai salopard, Mhm. par exemple. Hein, donc, ils font aussi leur travail, quoi. Donc, il y a toujours des travers et des dérives à tout, bien sûr. Mais j'ai eu, par exemple, ici même dans mes groupes, j'ai eu un monsieur, un stagiaire, qui me dit, ah, tu donnes une conférence nourriture pranique à Bordeaux ou à Toulouse, je ne sais plus, c'était Bordeaux ou Toulouse, je dis oui. Et il me dit, est-ce qu'on peut profiter pour que tu vois ma femme en séance gestion du stress, etc.
Je dis oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, ta femme? Eh bien, sa femme fréquentait euh, un mouvement spiritualiste que je ne vais pas nommer, un Mhm. mouvement spiritualiste. Et ce mouvement spiritualiste était euh, représenté par la tête, et la tête étant un homme. Cet homme décède. Eh bien, la, la, la direction a été reprise par le numéro 2. Le numéro 2 étant une femme, mais étant une femme bourreau hein, euh, dans le triangle de Karpman, qui est Mhm. aussi proposé dans le management en entreprise, dans le management d'un couple, tout simplement. La Mhm. gestion des enfants, quand ils disent je veux des bonbons alors que c'est l'heure de manger, ben, c'est bien de connaître le Cartman, hein, sauveur, victime, bourreau. Eh bien, euh, la femme de mon stagiaire a été mise au rencard pendant X fois par le numéro 2, donc cette femme qui a repris la direction. En séance collective, elle était interdite de rejoindre le groupe. On lui disait de rester dans sa chambre, mais comme une petite fille. Et elle a fini par faire un traumatisme neurofacial avec une paralysie de la bouche. Et Wow. elle parlait comme ça, la salive qui coulait comme ça. Donc c'était très compliqué. Et son mari me demandait de la recevoir en séance pour peut-être améliorer quelque chose avec les outils de la gestion du stress. Eh bien, ça, c'est pour moi, c'est une vraie dérive sectaire. Une vraie dérive sectaire. Oui, oui, tout à fait. Oui, Voilà. oui, il ne s'agit pas de croire non plus qu'on est dans un monde de bisounours où tout est bon et tout est gentil. Enfin, dans ce milieu spiritualiste, effectivement, il y a aussi des personnes qui peuvent être dangereuses, hein, enfin, entre guillemets. Donc, tout est juste, tout est parfait. Et pour parler de la matrice, parce que les gens se plaignent souvent, la matrice, oui, regarde, machin, on va avoir qui après Macron parce que il y a eu Macron, il y a eu machin, il y a eu truc, et puis ça dure depuis des décennies, il n'y a rien qui change. Non, le changement, il n'est pas à ce niveau-là. Le Mm, changement est avec soi-même. mm, La matrice, c'est pas la société. C'est ce qui compose, chacun à son niveau, la société que nous entretenons nous-mêmes, chacun à notre niveau. La matrice, c'est d'être trop dans le mental, et donc trop dans la dualité, et trop dans le ventre. Donc je vais expliquer, trop dans le ventre. Trop dans le ventre, ça veut dire la mauvaise gestion des émotions qui fait le rapport euh, désalignant et contre-productif de la nourriture qui est prise trop, trop souvent et trop mal, et mm. qui encrasse les corps, qui fait vieillir les corps et qui rend les gens plus facilement malades et qui fait mourir plus vite, en étant dans une vie de l'à peu près, quoi, finalement, de l'à peu près. Comment réussir sa vie? Comment euh, réussir professionnellement? Comment réussir son couple? Comment réussir son sport? Eh bien, coaching de l'alimentation en conscience, mettre de la lumière de la conscience qui est écouter, respecter le corps. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Regarde Djokovic, champion de tennis. Qu'est-ce qu'il a fait pour être champion? Il a arrêté le gluten. Ah oui. Il, il a arrêté le gluten, Mm, régime sans gluten. Qu'est-ce que dit la naturopathie? Les trois poisons de la naturopathie, c'est le gluten, le lactose et le mm, saccharose, le sucre industriel. Mais si au moins les gens arrêtaient ça et qu'ils se mettent à jeûner une fois par semaine, en se faisant plaisir quand ils jeûnent, à prendre du temps pour soi, à courir moins et mhm. à se faire plaisir quand les gens mangent, à manger ce qu'ils aiment, plus dans la gestion que dans la compensation, et à manger davantage végétal. Tout de suite, ça va mieux, tout de suite, ça va mieux, tout de suite, ça va beaucoup mieux, vraiment. Mm. Ouais, très intéressant. Et j'aime Surtout, beaucoup cette note enfin, de responsabilisation, en fait, parce que c'est effectivement comme ça qu'on reprend sa liberté en prenant conscience que finalement, on est responsable, pleinement responsable de notre propre vie et de la manière dont on compose avec les événements et ce qui nous arrive, en fait. et oui, Et donc, je trouve que c'est un beau message justement de libération.
à travers l'alimentation, mais pas que. Oui, c'est un aspect, c'est comme le yoga, tu sais. Le yoga, puisque je démarre toutes les journées en résidentiel ici, comme partout ailleurs quand je fais du résidentiel, avec un premier atelier à 7 heures du matin qui est yoga prana, yoga en conscience corporelle, respiratoire et pranique. Pas pour être plus souple au niveau du corps physique, mais être plus souple au niveau du mental qui est le dictateur. Le mental égo qui est le dictateur et qui impose sa loi. Bon, donc lâcher le mental égo sans lutter contre, se recentrer dans la conscience du corps permet de relâcher le corps avec la pause alimentaire et la détox et de gagner en amplitude, c'est-à-dire la souplesse. Et ça permet à l'énergie prana de circuler beaucoup mieux, de nourrir, de régénérer, de sous-tendre, de soutenir le corps physique à sa fonction de détox pendant qu'il ne mange plus, et ça permet d'aller plus loin. Et vraiment, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai plus du tout le même profil de stagiaire, c'est qu'avant, ils étaient plus fatigués, maintenant, ils sont beaucoup moins fatigués, ils sont beaucoup plus en forme. Je te dis, aujourd'hui, J13, Mhm. tu dis, ben, on dirait qu'ils ont mangé hier, quoi. Bon, Ça, vraiment. c'est super, hein, ouais. Oui, parce que c'est vrai que moi, je te partage effectivement le fait que moi aussi, quand je jeûne, généralement, ça me fatigue un peu, enfin, surtout au début. Euh, Au début, c'est comme ça. Et ça le fait de moins en moins. Donc, tu vois, c'est comme le yoga. Dans l'esprit du grand public, yoga veut dire posture. C'est pas vrai. Yoga, c'est pas que posture. Il y a des formes de yoga où il n'est pas du tout question de posture. Le, euh, le karma yoga, c'est faire la vaisselle pour la famille quand il y a de la famille et tu dis, ben, je vais faire la vaisselle. Comme ça, je me dévoue. Ben, c'est du karma yoga. Ou tu es dans la rue et tu vois une grand-mère avec son sac de course, elle a du mal à le porter, tu l'aides. C'est du karma yoga. Hein, par exemple, là, il n'y a pas de posture. Mais le yoga, c'est bien plus que les postures quand il est question de posture. Parce que dans l'univers du yoga, tu as des postures, des respirations, la méditation, les engagements avec toi-même de ne pas mentir, de ne pas tricher, la maîtrise brahmacharya, la maîtrise de l'énergie sexuelle, orientée spiritualité et non plus plaisir charnel restrictif à perdre cette énergie et qui épuise les organes aussi. Ça, c'est une extension possible. Le yoga, c'est plein de choses. Eh bien, la nourriture pranique, c'est pareil. C'est pas que ce qu'il y a dans l'assiette. C'est pas je mange ou je mange pas, ou je mange que des légumes ou que des fruits. Il est aussi question, pour aller aussi dans le sens de l'entreprise, de gérer sa propre entreprise, de gérer les pensées, gérer les émotions, de s'ancrer à la terre, mm, de gérer le relationnel. Il y a peut-être des relations à lâcher ou à mieux gérer ou à mieux vivre au sein de sa famille, de son entourage, de son environnement, etc., etc. Donc, il y a plein de choses dans l'univers, parce qu'en fait, la nourriture pranique concerne tous les domaines de la vie. Et c'est pour ça qu'on s'étonne toujours que ma chaîne YouTube, Gabriel Lescois, Vivre de Lumière, qui ait autant de vidéos. Il y en a presque, il y en a 580 à cette heure-ci. Pourquoi? mm. Parce que la nourriture pranique touche tous les domaines. Gérer les peurs, hein, comment ne pas s'auto-saboter quand on est sur un poste professionnel et que le patron pousse pour que nous atteignions le poste au-dessus parce qu'on a tout le potentiel, mais que certaines personnes vont s'auto-saboter parce qu'elles en ont peur. Donc, elles préfèrent rester là et voire diminuer encore un peu plus bas. Et c'est une réalité parfois qu'on rencontre. Donc, comment gérer aussi ces tendances-là de d'auto-limitation, d'auto-sabotage? Il y a plein de choses dans l'univers de la nourriture pranique. Il n'y a pas que les fruits et légumes. Très intéressant. Est-ce que tu veux partager quelque chose justement par rapport à l'offre que tu fais au public? Bah, l'offre, elle est connue maintenant, hein, c'est venez en retraite pranique, restez chez vous, je vous accompagne en ligne, invitez-moi chez vous comme Antoine, j'irai dormir chez vous, vous savez, là tu Oui, sais, comme oui, Antoine, donc qui a fait le tour du monde. oui. Donc selon ma disponibilité, je peux aussi aller à domicile, mais sinon venez, l'idéal c'est quand même de venir et de faire une vraie coupure d'avec son frigo, ses placards, ses tentations, ses magasins tout prêts à portée de main. Ici, il n'y a rien. Alors que ce soit ici en Corse ou par exemple dans le Cantal en septembre-novembre ou Mhm. à Fontainebleau
au pied du parc de Fontainebleau. C'est très beau en juillet, là, le mois prochain. Donc, tout est fait pour que ce soit une vraie pause, une vraie coupure, une vraie rencontre avec soi-même. J'accompagne au quotidien. Je suis présent jour et nuit. Mhm. En jour et nuit. S'il y a un souci, une angoisse ou une chute ou je ne sais pas quoi la nuit, ils ont le devoir de me téléphoner pour me dire viens là, j'ai un souci. Ça m'est arrivé deux, trois fois en 10 ans. Il n'y a rien, il y a jamais rien de méchant, mais je suis très présent. J'accompagne euh, euh, aussi avec la surveillance de la tension artérielle. Donc, je prends la tension artérielle, je surveille les paramètres, je sais arrêter les gens si ils vont trop loin et que à l'évidence, ils perdent de discernement, de lucidité et que le corps a dit stop mais qu'ils veulent continuer. Ça m'est arrivé de dire aux gens, à de rares personnes, maintenant c'est bon, tu en es à 18 jours, euh, tu ne vas pas encore forcer pour faire 21, pour dire que tu as fait 21. Là, maintenant tu arrêtes, tu te réalimentes, Mhm. etc. etc. Et puis entre-temps, les gens, ils ont toujours besoin d'informations et de se rassurer. Donc, il y a les vidéos sur YouTube, Vivre de lumière, Gabriel Descoings, et il y a le site pranainspire.com avec la boutique et les deux livres que j'ai écrits. Un livre dédié à la nourriture pranique, préparation, transition, intégration, au sortir d'une pause alimentaire pranique. Mhm. Et ce livre qui est là depuis l'année dernière, qui est une extension de la nourriture pranique à la pratique du yoga. Et quand on ne pratique pas le yoga, à la philosophie, à l'état d'esprit du yoga, en vue du grand éveil, l'éveil de conscience. Sans quoi, euh, comme ce célèbre auteur disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui, c'est Rabelais. Commencer par une citation, je sens, il me semble que nous allons aller vers la fin de cette Oui. interview et je termine cette interview avec une citation. Eh bien, c'est très bien. Je te remercie infiniment, Gabriel, pour ce très beau partage, très inspirant pour se réaliser soi-même à travers cette expérience de pause pranique. Donc, merci beaucoup. Rien d'autre à ajouter? Ou à toi, et j'étais en train de penser pendant que tu faisais cette clôture que le plus difficile, c'est de se mettre en route. La machine, le mental, les émotions, les peurs, c'est une locomotive de 80 tonnes à bouger. Quand c'est bougé, quand c'est lancé, ça va tout de suite, beaucoup Mhm, mieux. Et c'est le corps après qui prend le relais. Je me suis mis, je ne fais pas l'apologie du yoga plus que d'autres choses, mais un matin, je me suis réveillé en juin 2021 et une voix m'a dit à l'oreille, fais du yoga. C'est tout ce qu'on m'a dit. J'ai fait du yoga, je me suis mis au yoga, j'ai commencé avec les petites vidéos, les captures d'écran, deux, trois livres chez moi, un quart d'heure le matin, et puis un quart d'heure est devenu une demi-heure est devenue une heure. J'ai suivi une formation professeur de yoga, etc., etc. J'ai écrit ce livre. J'accompagne depuis juillet 2012 dans les retraites praniques avec un atelier de yoga prana qui fait vraiment, vraiment l'unanimité, qui aide énormément. Imagine que j'ai eu un stagiaire qui était parkinsonien. mhm, Il venait à l'atelier du yoga. Il n'arrivait pas à faire les pratiques, mais il se mettait dans l'intention de. Donc, plutôt, euh, euh, bien sûr, il n'arrivait pas à faire ça, par exemple. mhm. Il faisait comme ça. Il restait comme ça, il se mettait là, il respirait lumière. Voilà, très bien. C'était fantastique et ça lui faisait du bien. Et il était là tous les matins avec nous. Donc, euh, le plus conséquent, c'est d'oser dépasser sa zone de confort, d'oser croire en soi, d'oser dépasser ses peurs et de savoir se renseigner au bon endroit, de savoir se documenter, mais de ne pas se laisser rattraper par je ferai quand je serai prêt. Mhm. Oui. Par exemple, Oui. à l'hôpital, j'avais cette infirmière dans mon équipe. Quand je suis rentré à l'hôpital, cette infirmière détenait tous les records. Elle en était à 28 ans d'ancienneté dans le même service. 28 ans. Alors, ce n'est pas une critique, parce qu'il en faut aussi. C'est très bien. Il y a des profils pour tout. Et cette infirmière-là, quelques années après, j'ai appris qu'elle a quitté ce poste. Je dis, bah, c'est bien ça, c'est très bien. Et j'ai appris qu'elle a quitté le poste de jour pour rester dans le même service, mais de nuit. Ah, waouh! Donc,
Une fois encore, ne critique pas, je ne juge pas, mais Ouais. je ferai ou je viendrai, j'oserai faire quand je serai prêt. On n'est jamais prêt. Mm. Alors, plonger dans l'inconnu, c'est fantastique. Et c'est en ça que révèle, que recèle le pouvoir de la vie elle-même, qui nous offre, qui nous est offert à chaque instant de plonger dans l'inconnu. C'est pas facile. Je reconnais, moi le premier, ce n'est pas facile. Mm. Mon parcours professionnel est le reflet d'un parcours personnel qu'on n'a pas du tout évoqué là, mais que j'ai osé réaliser. Et je suis tellement content d'avoir fait ce parcours. De temps en temps, je me pose et je fais marche arrière. Je me tourne comme ça et je regarde. Je regarde le parcours que j'ai réalisé. Et c'est pas de l'ego, hein, mais c'est de dire que si j'étais resté fonctionnaire hospitalier, et je dis pas qu'ils doivent tous démissionner, je dis pas ça non plus. Si j'étais resté fonctionnaire hospitalier, je me serais vraiment endormi. À cette heure-ci, j'attendrais la retraite, j'attendrais la paye, j'attendrais le week-end, les vacances d'été. Quelle misère, quoi. Il y a tellement à déployer de ces potentiels et à vivre autrement plus épanoui. On peut être très épanoui à l'hôpital, bien sûr, mais les casseroles prennent le plus souvent, trop souvent, le dessus sur les potentialités. Mm. On a tellement de richesses à offrir et à s'accorder à soi-même déjà, que si chacun allait un petit peu plus loin avec lui-même, à reculer sa zone de confort, la planète tout entière s'en porterait mieux, tout entière. Ouais. Que ce soit par le professionnel, le sportif, la vie amoureuse, la vie associative ou la santé tout court. La priorité des priorités, c'est renforcer sa santé. C'est la prévention de santé avec soi-même, permet d'aller beaucoup plus loin et de se réaliser et d'être un peu plus heureux dans sa vie. Et ça, il n'y a pas de prix. Ça a un coût, mais il n'y a pas de prix. Ouais, j'aime beaucoup, effectivement, avoir le courage de sortir de sa zone de confort pour aller, enfin, retrouver sa vraie liberté et soi, en fait. Voilà. Dans le management, au sens large, dans tous les secteurs d'activité, il y a un frein majeur qui est la peur. Mm. Eh bien, ne pas lutter contre la peur, ne pas fuir la peur, mais d'aller au-devant de sa peur. Tu sais, j'étais infirmier en tabacologie, alcoolologie, tabacologie, dernier poste occupé. Et on préparait avec le médecin du service une intervention au sein de l'usine Renault, 3000 salariés, avec une conférence à donner sur le tabagisme pour les salariés le matin et une l'après-midi. Et 2 jours avant, le médecin du service me dit j'ai du boulot, j'ai pas le temps, tu vas tout seul. Ok, je disais toujours oui. C'est une façon aussi d'aller de l'avant. On pratique pas le non, c'est oui. C'est comme le film Jim Carrey, yes man, yes. Ouais, 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 ouais. Hein, we can do it. Et donc, je me Exactement. suis retrouvé, j'étais pas fier, j'étais pas tranquille. Je me suis retrouvé sur le pupitre podium devant toute la salle remplie à parler du tabagisme. Honnêtement, j'avais les jambes qui tremblaient, je dois le dire. C'était en 2004-2005, c'était par là, c'est dans les eaux-là. Il y a eu du chemin de parcouru. Ce qui est sûr, c'est que l'après-midi, j'ai refait la même conférence à un autre public, la salle remplie. J'étais autrement plus confortable, mais j'ai osé me confronter une première fois et aller face à ma peur. Et souvent, les gens restent là où ils en sont parce que le confort endort, parce que derrière le confort, il y a la peur. Exactement. La peur, l'interdit, qui je suis, etc., etc., la fidélité au clan familial, au machin, au truc. Donc, j'ai mené quelques coachings professionnels Mm. en entreprise. Il est fondamentalement parlant d'abord d'un coaching personnel. Personnel, c'est avec soi-même que ça se situe. Pour le déploiement professionnel, il est d'abord question de revoir des choses, des travers avec soi-même. Ça peut être par la pause alimentaire, ça peut être par le coaching, ça peut être par la thérapie, ça peut être par le sport. Il y a des gens qui se dépassent professionnellement parce qu'ils sont dans du sport, etc., etc. Donc chacun sa vérité, chacun sa direction et décision et direction. Mais réveillez-vous les gars, on y va, action. Action, j'adore ce mot de la fin. Mais Voilà.
Merci, merci beaucoup, Gabriel, pour ce partage très, très inspirant. Donc, bah, nous allons oser, nous allons sortir de notre zone de confort, comme on le fait maintenant aussi un peu, hein. Enfin, en tout cas, moi, j'ai le sentiment, j'ai ce sentiment-là. Et bah, je te remercie bien et je te souhaite bah, une bonne continuation avec, bah, j'espère, des personnes qui euh, découvriront avec toi, comme moi, la pause pranique. En tout cas, je suis très heureuse et très curieuse de te découvrir. Merci, gratitude pour ce que tu oses mettre en place, lancer, mobiliser, solliciter, réunir des intervenants comme moi et d'autres. Merci d'être une défricheuse de conscience avant d'être une éveilleuse de conscience. L'humanité en a besoin. Il n'y a rien de sectaire là-dedans. Nous sommes tous des leaders du 21e siècle. Nous devons pour cela d'abord être un leader pour soi-même. Exactement. Pour soi-même. Donc bravo, merci pour ce que tu fais aussi. Je me retrouve quand je te vois, quand je vois ta jeunesse, euh, je me retrouve en 2006 quand j'ai démissionné de l'hôpital, qui était le grand saut, le grand saut. Eh bien, bravo Martine. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel, et à bientôt.